Bonjour et bienvenue sur Smart and Skilled. Nous allons voir dans cette vidéo la notion des fondamentaux. Donc, dans le plan, nous allons voir 4 chapitres principaux qui sont les bases de la cryptographie, ensuite des notions de base d'Active Directory, des notions sur les menaces informatiques ainsi que des notions sur la cybersécurité. Commençons par le chapitre les bases de la cryptographie. Donc, un cryptage est une technique qui consiste à chiffrer un message, dit en clair. Par défaut, un message est en clair. Pour le rendre incompréhensible, tout simplement pour de créer un cryptogramme. Le but, c'est de garder la confidentialité du message lors des échanges. Et c'est le destinataire qui va pouvoir le déchiffrer et parfois on dit le décrypter. Donc, un message en clair doit passer par une étape de cryptage pour le rendre cryptogramme, c'est-à-dire incompréhensible, et par la suite, pour pouvoir le décrypter, pour pouvoir le lire, on doit passer par une étape de décryptage afin d'avoir le message déchiffré. Le mécanisme crypté-décrypté est basé sur un algorithme plus une clé. Par exemple, dans l'exemple, nous avons utilisé l'algorithme César et la clé 1, d'où on distingue deux cas de figure, cryptage ou bien cryptographie symétrique et cryptographie asymétrique. Donc, commençons par la cryptographie symétrique. L'algorithme de cryptage symétrique utilise une même clé, dite secrète, une clé secrète, pour le chiffrement et le déchiffrement. C'est-à-dire, on utilise la même clé pour chiffrer et la même clé pour déchiffrer. Si on va, par exemple, chiffrer ce message SNS avec une clé X, une fois on obtient le cryptogramme, on va utiliser la même clé X pour le déchiffrer afin d'avoir le message initial. L'avantage de cette technique, c'est la rapidité de traitement et parmi les inconvénients, la clé est susceptible au risque. On peut facilement donner par erreur la clé à un utilisateur mal intentionné qui va l'utiliser pour décrypter nos messages. Autant de clés que de destinataires nécessaires, c'est la même raison pour laquelle la clé est susceptible au risque. Et comment transporter la clé de manière sécurisée. C'est nécessaire on doit avoir une solution pour transporter cette clé afin que uniquement notre destinataire qui va pouvoir l'utiliser pour déchiffrer notre message. Parmi les algorithmes de chiffrement symétrique, on a le AES, Advanced Encryption System, le DES et le 3DES. Plus la clé est complexe, plus le chiffrement est sûr. Donc, on évite les techniques de craquer la clé par exemple, brute force. Maintenant, nous allons voir la cryptographie asymétrique. L'algorithme de chiffrage ou bien de cryptage asymétrique utilise deux clés différentes pour crypter ou bien pour décrypter le message. Une clé privée secrète et une autre clé privée publique diffusée. C'est-à-dire, nous avons deux clés, une clé privée et une clé publique. La première clé privée doit être secrète et gardée chez nous. La deuxième publique doit être diffusée afin d'appliquer le mécanisme suivant. Par exemple, nous, on veut envoyer un message crypté en asymétrique, on va utiliser notre clé privée tout simplement, pour crypter le message. Ensuite, on va utiliser une autre clé qui est la clé privée afin de décrypter le message. Donc, on va utiliser la clé publique du destinataire. Ça, c'est une forme théorique, mais ça, c'est la forme pratique réelle. Donc, on va utiliser la clé publique du destinataire afin de crypter notre message. Lui, il va l'utiliser. Donc, il va pas utiliser la clé publique, utilisée pour le cryptage, mais plutôt, il va utiliser sa clé privée
qui est secrète pour nous, on la connaît pas, afin de décrypter le message. Donc, je répète, l'envoyeur ou bien nous-mêmes, on va utiliser la clé publique du destinataire afin de crypter notre message. Une fois le message sera reçu par le destinataire, il va utiliser sa clé privée afin de décrypter le message. Les avantages de cette technique, c'est la confidentialité parfaite, mais parmi les inconvénients, c'est la lenteur de traitement. Il faut compter plus de 1000 fois plus lent que la technique symétrique. Donc la solution, c'est quoi? En pratique, c'est d'utiliser un mécanisme de cryptage asymétrique pour chiffrer la clé, pour la transporter de manière très sécurisée, et cette dernière, une fois reçue par le destinataire, elle va être utilisée pour décrypter le message crypté en symétrique. Nous allons voir maintenant la fonction du hachage. Le hachage est une fonction qui permet de calculer à partir d'un contenu X, à savoir texte, image, application ou n'importe quel contenu, en un ensemble de bits uniques plus petits, dit condensé, c'est-à-dire on va former un ensemble de bits uniques et condensés, généralement noté en hexadécimal, appelé empreinte digitale, fingerprint. Le hachage est une fonction irréversible, one-way function, c'est-à-dire il est impossible de retrouver le contenu original à partir du hash. Un contenu, on va par exemple utiliser ce contenu comme texte, on va appliquer la fonction du hachage, on va obtenir un hash qui correspond à ceci. Donc, on ne peut pas utiliser ce hash afin de revenir et avoir le contenu initial. C'est juste pour avoir une empreinte qui représente le contenu initial de manière unique. La moindre modification du contenu entraîne la modification du hash. Et parmi les algorithmes utilisés pour le hachage, c'est le MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-3, SHA-256, etc. Le hash est utilisé pour générer la signature numérique. Maintenant, c'est quoi une signature numérique? La signature électronique ou bien dite numérique est un moyen permettant d'identifier son propriétaire et de garantir l'authenticité et l'intégrité du contenu. On va voir un exemple ici. L'expéditeur, va signer, c'est-à-dire le contenu, donc condensation du contenu. D'abord, il va commencer par la fonction hachage. Ensuite, il va crypter le résultat en asymétrique, l'associer à un certificat et tout ce contenu attaché, le certificat et plus le contenu, on va obtenir une signature numérique. Donc, la signature numérique est générée à partir de ces étapes. Donc, nous avons le contenu, on va avoir appliqué une fonction de hachage sur le contenu. Ce contenu, il va être crypté, crypté à l'aide d'une clé privée. On obtient la signature, on l'associe avec un certificat et le tout sera la signature numérique voulue. Maintenant, ça c'est côté expéditeur. Le côté destinataire va devoir vérifier la signature de l'expéditeur, c'est-à-dire la condensation du contenu reçu, l'étape 1, le décryptage de la signature, la comparaison des deux hash. C'est-à-dire, il va lui recevoir la signature numérique de l'expéditeur, il va séparer la data et la signature, donc la data, il va appliquer sur la data une fonction de hachage pour avoir le hash, et la signature, il va décrypter la signature à l'aide de la clé publique afin d'obtenir le hash, et une fois
le hash obtenu des deux côtés, il va faire la vérification et la comparaison des deux hashes. Si les deux hashes sont identiques, donc la signature est valide. Nous avons vu la notion de certificat électronique. Donc, un certificat électronique est un ensemble de données de la manière ou bien à la manière d'une carte d'identité contenant une clé publique, cryptage asymétrique, quand on parle de certificat, c'est-à-dire cryptage asymétrique, une signature numérique et les algorithmes utilisés pour le cryptage et le hachage. D'autres informations complémentaires comme le nom, les emails, la localisation géographique, ainsi de suite, c'est-à-dire de personnaliser les certificats. Maintenant, nous allons passer au deuxième chapitre qui est notion de base d'Active Directory. Qu'est-ce qu'un AD? Active Directory est la mise en œuvre par Microsoft des services d'annuaire pour les systèmes d'exploitation Windows. L'objectif principal d'Active Directory est de fournir des services centralisés d'identification et d'authentification à un réseau d'ordinateurs en utilisant le système Windows. Donc, AD stocke des éléments d'un réseau tels que les comptes d'utilisateurs, les groupes, les serveurs, postes de travail, les imprimantes et j'en passe, sous forme d'objets. Donc, l'objectif c'est quoi? C'est de faire une architecture et une organisation hiérarchisée par OU, Unit Organization, Common Name, domaine, forêt, site et j'en passe. Ainsi que d'administration centralisée, une base de données objet, voilà, une gestion des permissions, autorisations pour les ressources au réseau. Parmi les objectifs, donc, on a une gestion des permissions et des autorisations et des habilitations pour accéder aux ressources, aux différentes ressources réseau. L'architecture AD ressemble à peu près à ceci. Donc, une forêt comportant plusieurs domaines. Le domaine doit comporter les common names et les OU, les organization units, les unités d'organisation. Ces unités d'organisation comprennent les groupes et les groupes contiennent plusieurs comptes d'utilisateurs ou bien des comptes d'équipement. Ou bien sûr, un groupe peut contenir un autre groupe à l'intérieur. Maintenant, nous allons passer à la notion de la sécurité et des menaces. Nous allons voir d'abord qu'est-ce qu'un code malicieux ou bien un malware. Un malware est un programme qui a pour but tout simplement d'endommager ou bien d'altérer le fonctionnement d'un ordinateur, mais aussi d'avoir accès aux informations et données sensibles et aux équipements à distance, comme les ordinateurs, les serveurs, les routeurs et j'en passe. Principalement, ils sont conçus pour endommager le fonctionnement du parc informatique en général, mais aussi pour gagner de l'argent. Donc, maintenant, on utilise des virus pour altérer afin de gagner de l'argent. Par exemple, en ayant accès aux informations et aux données sensibles, par exemple les cartes bancaires. Nous avons plusieurs types de codes malicieux. Un code malicieux, premièrement, il se distingue en deux catégories. La première catégorie nécessite un programme pour véhiculer le malware et l'autre catégorie peut fonctionner de manière indépendante. Les malwares qui ont besoin d'avoir un programme pour se véhiculer et pour se déplacer, c'est les virus. Donc, un virus, c'est un nom des codes malicieux. Donc, c'est pas une famille. Les virus, ce n'est pas une famille de codes malicieux, mais plutôt, c'est un type des codes malicieux. Et nous avons, bien sûr, les chevaux de Troie. Parmi les malwares qui n'ont pas besoin de programme pour se déplacer et pour se propager dans le réseau, nous avons les vers et les bots. Ces trois, les virus, les vers et les bots, peuvent être répliqués en créant des clones afin de se multiplier et de se propager de manière
massive dans le réseau. Par contre, les Trojans n'ont pas la possibilité de se répliquer automatiquement. Commençons par les chevaux de Troie. Un cheval de Troie, Trojan Horse, est un type de programme malveillant qui apparaît pour l'utilisateur comme un programme fiable, mais qui contient une malveillance à l'intérieur. Le rôle du cheval de Troie est de transporter le programme malveillant qu'il contient sur l'ordinateur visé à l'aide de l'utilisateur final. Ensuite, de l'installer sans que ce dernier le sache. Il peut s'agir de n'importe quel type de malware, virus, vers, bot, spyware, etc. Et c'est ce malware et lui seul qui va endommager l'ordinateur sur lequel il sera exécuté. Donc, le malware, il va se véhiculer à l'intérieur d'un cheval de Troie. Le cheval de Troie n'exécute aucune action en réalité, mais il joue le rôle d'un conteneur, donc il ne représente pas un danger en lui-même. Virus, le tout premier code malveillant créé, et il nécessite un hôte pour se propager et endommager la cible, tout comme les virus biologiques qui nécessitent une cellule pour se répliquer et infecter le corps. Donc, le nom a été tiré à partir des virus biologiques. Souvent, ils sont confondus avec les autres malwares, faisant la relation avec les antivirus. Voilà ce que j'étais en train de dire. Donc, parfois, on confond la notion des virus avec les autres familles de virus, ou bien, de malware. Ils peuvent être transportés via des programmes divers, des emails, des supports amovibles, n'importe quel moyen de transport qui peut s'exécuter sur un ordinateur fait office d'un transporteur de virus. Une fois exécutés sur la cible, ils peuvent faire des dégâts multiples allant de nuire à l'activité de l'utilisateur jusqu'au contrôle distant de l'ordinateur, totalement le contrôle total de l'ordinateur distant afin de le corrompre ou même le vol des informations et des données sensibles. Nous avons les vers. La notion des vers, contrairement aux autres membres de famille, les vers ne nécessitent aucune hôte pour se répliquer. Donc, ce qui ouvre la porte pour se déplacer facilement dans le réseau d'un hôte à un autre. Donc, ils utilisent différentes méthodes pour se propager dans un réseau. Par exemple, les emails, l'instant messaging, les MMS, n'importe quel moyen aussi. Mais aussi les différents types d'hôtes comme les PC, les smartphones, les switches, et ainsi de suite. Donc, il peut se déplacer à travers le réseau, à travers les actifs du réseau. Il provoque une lenteur dans le réseau, puisqu'il représente une charge supplémentaire qui va saturer, la bande passante et donc alourdir le système. Une charge appelée qui va se rajouter à la charge utile appelée payload. La notion des bots. Un botnet est un réseau d'ordinateurs infectés par des bots qui vont donner accès aux pirates pour contrôler ces ordinateurs, appelés zombies. Donc les ordinateurs, une fois ils sont contrôlés à distance, ils sont appelés zombies. Par contre, les botnets, c'est le réseau d'ordinateurs qui sont infectés par des bots. Les hackers, appelés botmasters, utilisent des serveurs pour y accéder, appelés des serveurs CNC ou bien Command and Control. On trouve parfois le C2 qui veut dire CNC, Command and Control. Les botmasters utilisent les zombies pour exécuter des tâches afin de cacher leur identité, envoyer des spams, attaquer d'autres cibles, ou bien même vendre les accès à des données sensibles pour d'autres clients. Voilà. Maintenant, nous allons voir les techniques de détection des différents malwares. La détection basée sur la signature est la détection heuristique. Commençons par ces deux. Donc, les logiciels anti-malware comparent les empreintes ou bien les fingerprints des codes malveillants avec sa base virale. Cette méthode présente quelques limites. La détection des nouveaux malwares qui ne sont pas encore identifiés sur la base
donc les nouvelles menaces comme les zero day. Dans le cas où une partie du code malveillant change, l'empreinte ne sera plus la même. Donc, l'empreinte changera automatiquement une fois une partie d'un malware change. La deuxième technique de détection qui est la technique détection heuristique, cette méthode détecte les malwares en examinant le code source du programme. La classification en malware sera décidée suite à une analyse des instructions douteuses et ou non conformes de ceux dont un programme sain ne va pas contenir. Donc, une fois la détection heuristique détecte des instructions douteuses ou bien non conformes, elle va le placer ou bien le classer en malware. La limite de cette détection, ce sont les faux positifs ou bien les false positifs. La troisième technique, c'est la détection comportementale. Cette méthode détecte les malwares en examinant l'activité de programme, donc en temps réel. Donc, la classification malware d'un programme est décidée suite à un comportement suspect ou corruptible de ce programme. Ceci inclut les actions de modification système, initiation de communication réseau, initiation et lancement des processus interdits ou bien suspects, etc. Tout comme la précédente, elle peut détecter des malwares qui ne figurent pas sur la base virale. Donc, cette technique va tout simplement lancer le programme dans un environnement appelé sandboxing, environnement de test, afin de voir le comportement réel de l'applicatif. La détection basée sur le cloud, en réalité, elle est basée sur les trois premières méthodes pour la détection, mais elle se différencie sur la collecte des données à partir des endpoints protégés connectés au cloud de l'éditeur, donc formant un parc mondial de plusieurs systèmes et de cas de figure, ce qui permet aux uns de bénéficier des expériences des autres et en temps réel. Donc, c'est pas une technique spécifique, mais juste une forme de détection basée sur le cloud à travers les autres techniques de détection qu'on a vues ensemble. Maintenant, nous allons passer au quatrième chapitre qui est la notion sur la cybersécurité. Commençons par les kits d'exploit. Un kit d'exploit est développé par le hacker afin de faire un scan de la machine cible en vue de trouver des vulnérabilités. Exploiter ces vulnérabilités pour pouvoir télécharger des malwares qui s'exécutent en local, tout comme les ransomware. Donc, on va d'abord créer des kits d'exploit afin de trouver des vulnérabilités existantes sur une cible. Une fois la vulnérabilité est exploitée, le programme va télécharger automatiquement des malwares qui vont s'exécuter en local. C'est-à-dire, il va d'abord exploiter la vulnérabilité, télécharger un malware sur la cible. Ensuite, ce malware-là va s'exécuter en local, tout comme les ransomware qui utilisent cette technique. Les kits d'exploit peuvent signifier des programmes locaux ou bien des moteurs en ligne. C'est-à-dire, maintenant, on peut utiliser des moteurs en ligne afin de détecter des vulnérabilités existantes sur des machines distantes. Donc, on va voir comment le kit d'exploit fonctionne. L'utilisateur visite un site non conforme ou bien un site malveillant. Le site va contacter donc le web server du site lui-même. Il va récupérer le kit d'exploit, donc il va voir les vulnérabilités et scanner les vulnérabilités sur la machine cible. Ensuite, il va exploiter cette vulnérabilité. Une fois cette vulnérabilité est exploitée, il va télécharger et installer le malware sans
que l'utilisateur distant le sache. Maintenant, qu'est-ce qu'une vulnérabilité et qu'est-ce qu'un patch? Les vulnérabilités sont des bugs ou bien des failles qui se trouvent au niveau des programmes ou bien des systèmes d'exploitation et qui permettent aux hackers d'utiliser et d'exploiter, c'est-à-dire d'exécuter leur exploit de ces failles de sécurité. Donc, ils vont exploiter ces failles de sécurité en utilisant les vulnérabilités trouvées. Les patchs, ce sont des add-ons destinés aux programmes touchés afin de corriger ces bugs ou bien des failles et de combler ces vulnérabilités. Donc, la vulnérabilité, ce sont les failles et les patchs, ce sont la solution à ces failles ou bien des corrections pour ces failles. Social engineering, technique utilisée pour pousser la cible afin d'exécuter des actions définies par le hacker. Donc, c'est pas une technique de piratage spécifique, mais plutôt c'est une technique ou bien une forme utilisée par le hacker pour pousser les cibles, l'utilisateur cible, afin d'exécuter des actions définies par le hacker. Par exemple, exécuter un malware qui est en pièce jointe ou bien visiter un site malicieux afin de récupérer les informations sensibles. Donc, il s'appelle ingénierie sociale ou bien social engineering. Donc, l'attaqueur va va chercher d'abord des adresses de la cible. C'est un exemple. Il va lui envoyer des emails et cet utilisateur va tout simplement lancer l'email, lancer la pièce jointe contenue dans l'email du hacker afin de visiter ou bien d'exécuter un malware en pièce jointe et par la suite, le hacker va avoir accès ou bien va tout simplement pouvoir récupérer les informations sensibles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Nous allons voir le bilan. Donc, dans le bilan, nous avons vu ensemble les bases de la cryptographie, des notions de base d'Active Directory, des notions sur les menaces informatiques ainsi que des notions sur la cybersécurité. Donc, cette vidéo nous permettra par la suite de facilement comprendre le contenu de la formation. Dans chaque module, on va utiliser l'une de ces connaissances afin de profiter, de configurer et d'exploiter Sophos Soutien. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.